Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Axe Éducation Capacitation à l'Obvia. Je suis coordonnatrice de cet axe-là, mon nom c'est Viviane et ça me fait énormément plaisir d'accueillir Julie April puis Simon Duguay qui ont développé une expertise là, à enseigner l'IA avec les jeunes, donc au secondaire. C'est différentes activités qui ont été développées dans le cadre là, du programme Culture et citoyenneté québécoise puisque ça va être un sujet qui va être abordé au niveau du secondaire. Et à l'Obvia, on a eu la chance de collaborer avec Julie puis sinon pour le développement de ces activités. Donc, ils vont nous parler d'un peu comment ça s'est déroulé, puis l'expérience qu'ils ont pu avoir sur le terrain. Euh, Juste pour vous dire, avant que je leur laisse la parole, sachez que les 15 dernières minutes du webinaire vont être consacrées aux questions. Donc, si jamais vous avez tout au long là, de la présentation des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les noter, puis vous pourrez les indiquer dans la section questions et réponses. Moi, je vais pouvoir les lire puis les partager auprès de Julie et Simon pour qu'ils puissent explorer ces questions-là avec vous. Donc, maintenant, allons-y avec nos présentateurs. Qui sont-ils? Ben, d'abord, issus de l'enseignement secondaire, Julie April est conseillère pédagogique pour le récit dans le domaine du développement de la personne. Elle porte le mandat du programme Culture et citoyenneté québécoise et celui de citoyenneté à l'ère du numérique au sein de l'équipe du récit, développement professionnel. Ces expériences d'enseignement l'ont amenée à intégrer la technologie dans les milieux variés et à adopter une vision multidisciplinaire, ayant à cœur la créativité, la collaboration, le développement professionnel et le partage. Elle s'investit dans la co-création et le rayonnement des initiatives pédagogiques des professionnels avec qui elle collabore. Et de son côté, Simon Duguay est un enseignant d'éducation aux médias à l'école secondaire de Rochebelle à Québec. Il est aussi chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval et conférencier en technologie éducative. À titre d'enseignant, il s'intéresse beaucoup aux enjeux de littératie numérique, de compétences informationnelles et de citoyenneté numérique. Depuis l'arrivée de ChatGPT, il offre des formations et agit à titre de vulgarisateur technologique dans le but d'informer la population et la communauté éducative à propos des bénéfices et des enjeux que posent les IA génératives. Donc, je les remercie d'être avec nous et je leur laisse la parole. Bon webinaire à tous. Merci. Oui, merci Viviane pour le beau mot. Et si on peut aussi mentionner le fait que tu as fait partie intégrante de ce projet, même si tu nous passes la parole aujourd'hui, Viviane a collaboré étroitement avec nous, autant dans l'élaboration de ce qu'on vous présente aujourd'hui que dans son expérimentation en classe. Pour ceux qui voudront accéder à la présentation, j'ai partagé le lien dans le clavardage à l'instant. On a mentionné le récit développement de la personne. En fait, je me dois de présenter cette belle grande famille du récit. Plus de 300 conseillers, conseillères pédagogiques qui se retrouvent partout au Québec et qui occupent différents services. Moi, j'appartiens à un service national. Donc, on couvre l'ensemble de la province, que ce soit mandat disciplinaire ou plus en lien avec une clientèle, entre autres adaptation scolaire, pour donner un exemple. Mais on a aussi des services régionaux pour la formation générale des adultes, des services locaux qui se retrouvent dans chacun des centres de services du Québec. Et on est là pour soutenir le personnel du réseau scolaire. Et toute cette belle famille découle du ministère de l'Éducation, plus précisément de la Direction du développement de la culture numérique. Je vais partager dans le clavardage dans quelques instants le lien vers le bottin du récit si vous voulez trouver les gens qui sont près de chez vous. Notre but aujourd'hui, en fait, nous avons deux intentions. Premièrement, c'est d'explorer comment le numérique et plus spécifiquement comment l'intelligence artificielle s'inscrit dans le programme de citoyenneté et culture québécoise, donc dans le nouveau cours qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Et c'est de vous partager un peu un récit de pratique, en fait, découvrir les différentes étapes de l'activité Y a-tu pensé, donc comment les idées derrière les activités, nos intentions pédagogiques et comme nous l'avons vécu en classe cet automne avec mes élèves de troisième secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la perception des élèves par rapport à ça? Un peu les résultats. Donc, on vous présente tout ça dans la prochaine heure. Et là, je vous imagine devant vos écrans avec des profils et des parcours bien différents. Je pense qu'on s'adresse entre autres à des chercheurs, à des membres d'organisations. J'espère qu'on saura répondre à vos attentes. Donc, c'est mon premier souhait. Imaginez-moi avec une lampe magique entre les mains. Mon deuxième souhait, c'est qu'on puisse du moins vous partager l'enthousiasme qu'on a au regard de cette activité qu'on vous propose aujourd'hui. Mais tout d'abord, avant de se lancer dans l'activité en soi, on voulait vous présenter les différents cadres qui ont guidé nos décisions au travers des tâches dans l'activité.
Il y a un an environ, jour pour jour, Simon est entré en contact avec moi. Faut dire qu'on se connaît aussi, Viviane, depuis l'université. Donc, ce sont de belles retrouvailles, une belle occasion de collaboration qui s'est présentée. Simon voulait faire une activité sur l'intelligence artificielle parce qu'il utilise fréquemment les activités qu'on produit là, sur la citoyenneté à l'ère du numérique et il avait envie de mettre la main à la pâte. Oui, Et en puis, fait, oh, ah oui, à- vas-y. avant l'activité, avant l'arrivée bon, des IA génératives, c'était déjà un sujet que j'abordais en classe, mais à l'époque, on parlait beaucoup d'auto qui se conduisent toutes seules et de reconnaissance faciale. Maintenant, il y a d'autres sujets comme l'IA générative qui occupent beaucoup l'actualité. Et donc, c'est avec Julie et Viviane là, qu'on a créé une activité. Et là, quand il m'a dit qu'il fait parler d'intelligence artificielle, moi, j'avais en tête le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise qui entre officiellement en vigueur dans toutes les écoles à partir de septembre prochain. Il y a un besoin criant d'activité. Il y a aussi un besoin d'accompagner le personnel enseignant qui est amené à aborder des sujets comme l'intelligence artificielle, qui est un concept obligatoire à aborder, mais qui est quand même, somme toute, corsé et on n'a pas toujours le bagage pour le faire. Donc, on trouvait que c'est une très belle occasion là, d'ancrer notre activité à l'intérieur de ce programme-là, qui contient 2 disciplines de référence. Pour la première fois dans la formation générale, la discipline de la sociologie fait son entrée. Donc, les élèves sont amenés à observer et analyser leur société, à comprendre ce qui se passe. Et il y a aussi l'autre volet, une autre discipline, qui est la discipline éthique, qui était déjà là. Et là, les élèves réfléchissent à ce qui est souhaitable, qu'est-ce qu'on peut faire face aux enjeux qu'on a analysés dans la société. Donc, 2 disciplines qui se traitent quand même vraiment bien pour traiter l'intelligence artificielle. Et il y a une posture aussi particulière en culture et citoyenneté québécoise, CCQ, pour ceux qui sont familiers avec ce nouveau cours. Et les enseignants, la même chose, c'était aussi semblable en éthique et culture religieuse, qui est le cours que va remplacer CCQ. Les enseignants sont amenés à ne pas donner leur opinion, à dépolariser les échanges, à amener les élèves dans un examen critique des points de vue, dans une utilisation d'informations et d'observations fiables. Ils sont en posture d'enquête, nos élèves, dans le cadre de ce programme-là. Donc, avoir une approche qui serait de dire aux élèves que l'intelligence artificielle, c'est utilisé pour tricher, que c'est mal, faites pas ça. Vous voyez déjà que ça ne cadre pas là, avec où on va s'en aller et ce sur quoi on se fonde. Quand je vous disais que c'était un concept obligatoire dans le cadre du programme de culture et citoyenneté québécoise, en 4e secondaire, il y a un grand thème qui s'appelle Technologie et défis d'avenir. Et à l'intérieur de ça, un concept principal où on traite d'innovation technologique. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on retrouve l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une manière vraiment explicite de parler d'intelligence artificielle dans le programme, mais j'aimerais quand même ouvrir les portes plus implicites et faire voir que dans ce programme ou ailleurs, on peut aussi parler d'intelligence artificielle, même si ce n'est pas collé textuellement dans un programme. Notamment, je suis en train de développer une activité où on porte un regard sur comment les intelligences artificielles génératives d'images représentent les cultures autochtones. Donc là, on n'est pas directement dans le concept, mais on peut le lier avec autre chose, travailler la pensée critique. Donc, il y a une multitude de portes là, qui peuvent s'offrir à nous. On pourrait aussi explorer les rôles de genre, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle en sciences et technologies notamment. Et il y a aussi le plan d'action numérique qui vient cadrer nos actions et nos réflexions. Le récit porte ce mandat du plan d'action numérique et on a le volet technologique là, qui est ancré dans tout ce qu'on fait. Mais quand on parle de technologie, on pense souvent à utilisation technologique. On voit ici un petit extrait du plan d'action numérique qui nous précise que l'usage du numérique dès l'école primaire doit d'abord être orienté par des préoccupations pédagogiques et sociales de développement de la citoyenneté. Donc, vous voyez qu'on est pile dans ce qu'on cherche à faire. On n'est pas forcément dans l'utilisation technologique, mais on est en train d'outiller le citoyen. Et le plan d'action met en lumière la responsabilité de l'école face au numérique et positionne la manière dont elle joue ce rôle. C'est un document très intéressant à lire ce soir, si ça peut vous aider à dormir. Mais c'est vraiment intéressant. Alors, tout ça nous a amené à créer une activité qui s'appelle Y a-tu pensé? On vous présente vraiment un exemple concret qui est un exemple parmi d'autres. Il y en aurait d'autres, des manières d'aborder l'intelligence artificielle en classe, en secondaire 4, dans le cadre de ce projet-là.
Mais voilà, on vous propose une manière de le faire qui est issue d'une collaboration, comme on l'a dit, avec Simon, moi-même du récit développement de la personne et Viviane de Levia. L'intention pédagogique de l'activité était que les élèves acquièrent une compréhension de base sur l'intelligence artificielle en lien avec ses fonctionnalités, ses limites et l'implication de l'IA dans nos vies quotidiennes. Donc, vraiment une compréhension qui permet ensuite de pouvoir réfléchir et qui va aussi donner des mots et un pouvoir d'action dans cette réflexion-là. Parce que dans un second temps, on envoie les élèves dans un processus de délibération où ils seront amenés à réfléchir aux tensions éthiques qui vont être soulevées par le développement de l'IA et ils vont être amenés à élaborer un point de vue sur les effets sociaux et individuels de l'intelligence artificielle. Et le lien entre le plan d'action numérique et notre activité, eh bien, le voici, en fait, les deux sont très liés. Du plan d'action numérique a découlé le cadre de référence de la compétence numérique, une compétence qui se décline en 12 dimensions. Et nous, on vient toucher 3 de ces dimensions-là, notamment le citoyen éthique, qui est cette posture de réflexion face aux enjeux, aux choses que je peux faire, que je devrais faire, que je souhaite faire. La pensée critique, notamment, on va l'aborder en questionnant les productions de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un esprit critique face à ce qui est créé par l'IA? Mais ce qui est encore plus inhérent, je crois que c'est la dimension des habiletés technologiques qui littéralement est décrite comme suit. Développer une compréhension globale à l'égard de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur l'éducation, la société, la culture ou la politique. Donc, notre activité, même si elle est disciplinaire, vient aussi se coller au cadre de référence de la compétence numérique, qu'on pourrait dire deux pierres d'un coup. Donc, l'activité, comment est-ce qu'elle a été montée en fait en classe, là, et je vous rappelle, elle est disponible en ligne, mais il y a une amorce au début, donc on veut voir quelles sont les perceptions initiales des élèves, et par la suite, il y a 4 défis suivis du défi final. En fait, le premier défi, c'est les bases de l'intelligence artificielle, donc on veut que les élèves comprennent comment ça fonctionne. Ensuite, c'est comment les IA simples fonctionnent. On a certains ateliers dans lesquels les élèves manipulent certaines IA, pas des IA génératives, mais d'autres sortes d'IA. Il y a le troisième défi qui est la délibération et à la fin, il y a un bilan individuel sur les bénéfices et les défis de l'IA dans lequel l'élève a à faire un peu, à poser là, les avantages et les inconvénients de cette technologie-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'activité, disons que vous êtes un enseignant, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous voulez aborder ça, il n'y a rien qui vous empêche de juste prendre le défi 1 du site, de le faire avec vos élèves cette année, voir si vous aimez ça, en refaire plus. Donc, c'est vraiment possible de moduler en fonction de vos intentions. Pour la suite, on va vous présenter une vidéo d'un reportage un peu d'entrevue qu'on a faite avec des élèves à la suite de l'activité. Oui, on va vous montrer directement, là, ça avait l'air de quoi cette activité-là en classe. Par exemple, vous allez voir des élèves qui sont en action, qui utilisent différents types d'intelligence artificielle, dont d'intelligence artificielle générative. Et on tient à dire que l'activité a été modifiée depuis parce qu'on est en attente des recommandations du ministère de l'Éducation. Présentement, avant de mettre de l'intelligence artificielle générative entre les mains des élèves, on se doit d'attendre les recommandations officielles. Donc, il y a une petite note à ajouter. Tout est modifié dans nos documents là, qui vous seront accessibles. Mais voilà, vous allez pouvoir voir de quoi ça avait l'air, cette expérimentation-là en classe. J'ai juste une question, j'avais vu quelque part. Est-ce que c'est vrai que l'intelligence artificielle se sert de chaque conversation pour améliorer son système? C'est-à-dire que genre. Même dès le premier cours, il y en a qui avaient des réflexions, puis je me disais, à 14 ans, il y a Ouais. déjà ce niveau de maturité pour réfléchir sur les technologies. Je trouve ça fantastique. Les seules fois que j'avais entendu parler du point de vue des élèves du secondaire face à l'IA générative, c'était surtout de la part des médias. Puis, je veux dire, c'est normal, on est journaliste, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe exactement dans nos classes, mais moi, j'ai vraiment été frappée de voir à quel point leur point de vue sur l'IA est beaucoup plus complexe que celle qu'on a tendance à imaginer. Puis moi, je me rappelle le premier cours, ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils ont déjà réfléchi à l'IA, ils sont déjà préoccupés face à ça, mais ils n'ont jamais eu la chance de pouvoir en parler ouvertement, puis de se faire guider pour mieux maîtriser ce sujet-là. Pendant les derniers cours, on a fait des exercices, on a fait des expériences. On pouvait dire, c'est mieux d'utiliser l'aspect pratique que théorique parce que
faut savoir l'utiliser à un certain moment, surtout en 2023. Il faut essayer, il faut expérimenter. Dès qu'un élève ou un enfant a un cellulaire ou un appareil électronique à sa disposition, il doit déjà commencer à apprendre les dangers et les bienfaits de l'IA. Donc, il peut se dire que les vidéos YouTube qui tombent dessus, c'est par hasard, mais non, c'est l'algorithme. Je trouvais que le processus délibératif, ça leur permettait vraiment de s'approprier les concepts puis de les amener plus loin. Ça a amené à avoir des réflexions qui vont probablement pouvoir réinvestir plus tard comme citoyens. Puis, dans la façon d'articuler leurs idées, ils réutilisaient des termes. Donc, entraîner l'intelligence artificielle, les données personnelles, les algorithmes. Donc, c'était comme des éléments que j'ai pu entendre dans les discussions de la part des élèves. Puis, j'ai senti qu'en utilisant ça, ça leur permettait vraiment de gagner un certain pouvoir sur qu'est-ce que c'est l'IA, puis comment ils peuvent se l'approprier, puis s'en protéger d'une façon, puis aussi d'aller chercher le potentiel. Parce que le but, c'était pas non plus de juste dire « oui, c'est vrai, c'était peurant », mais plutôt d'y aller d'une façon plus nuancée. Ouais, puis il y en a qui sont regarder de suivre les vidéos explicatives puis tout. C'est beaucoup mieux de se faire suivre par une personne. Je trouvais aussi que c'est important d'en parler de manière générale, pas juste aux jeunes, aux enfants, mais aussi aux plus vieilles générations, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas trop au niveau technologique. Je te laisse poursuivre, Simon, mais quand même intéressant d'entendre à la fin là, tes élèves parler aussi que les personnes plus âgées devraient avoir la même éducation qu'eux. C'est une petite finale inspirante. Oui, vraiment. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort là-dessus. Euh, Avant de rentrer dans les défis avec les élèves en classe, on leur faisait passer des questionnaires interactifs avec la plateforme Outla, dans lequel on leur posait des questions sur leur perception préalable de l'intelligence artificielle. Cette activité-là a été faite en septembre, donc ça ne faisait pas encore un an que ChatGPT, par exemple, était sorti, mais déjà plusieurs élèves avaient une opinion de l'intelligence artificielle et d'autres n'en avaient pas du tout. On voit dans les réponses des élèves de Simon, tu allais ressortir des exemples. Certains nous parlent d'ordinateurs en voie de devenir humain. Une invention numérique supposée comprendre et savoir imiter le comportement humain. Un savoir qui se cultive de nos phrases et qui scanne un peu tout l'Internet pour s'auto-informer et devenir de plus en plus intelligent. Là, on voit qu'il y a un degré de compréhension qui est peut-être supérieur à la moyenne des autres réponses. Là, d'autres vont parler d'un robot avec son propre cerveau. On voit qu'il y a une fracture numérique. Il y a des élèves qui ont quand même une connaissance du sujet, d'autres que leur connaissance est peut-être plus liée au domaine de la science-fiction. Effectivement, dès les premiers cours, autant que certains élèves disaient Ah, moi, j'ai entendu le mot, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas trop. Qu'une autre élève de troisième secondaire a levé la main et m'a dit Monsieur, est-ce que c'est vrai que les IA qui génèrent des images se sont entraînées sur plein d'œuvres faites par des artistes et que les artistes ne sont pas trop au courant puis que c'est pas trop éthique? Je me dis Bon, elle a probablement entendu parler un peu plus du sujet. Donc ça, ce sont 4 exemples de réponses, mais les réponses qui ont été les plus populaires, je vous dirais, là, quand on leur posait la question, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est Internet, c'est un robot et c'est le bonhomme Snapchat. Le bonhomme Snapchat, c'est que depuis le printemps passé, là, tous les utilisateurs Snapchat ont un nouveau contact qui s'appelle MyAI, en fait, qui est un interface relié à ChatGPT dans le but dans lequel les élèves peuvent écrire là, à une intelligence artificielle et qui répond un peu à comme si c'était leurs amis. Donc, au moins, les élèves savaient que c'était de l'intelligence artificielle, cette plateforme-là. Mais ça, donc, ces 3 réponses-là étaient les plus populaires. Donc, l'autre question qu'on leur a posée, c'est comment vous sentez-vous face à la place de l'intelligence artificielle? La réponse qui est le plus ressortie, c'est la peur, hein. Donc, dans les différentes réponses qu'on a analysées de nos élèves, dans les 4 groupes dans lesquels on a fait activité, c'est vraiment Ah, ça me fait peur, je ne sais pas trop. Donc, c'est vraiment un sentiment de peur. Beaucoup, c'est de l'indifférence. En fait, une des réponses les plus populaires, c'était Je ne le sais pas.
beaucoup d'élèves ils disaient, bon, ben, je le sais que ça existe. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est utile ou pas? Je ne peux pas le dire. Et par la suite, dans les réponses qui étaient un peu moins présentes, mais qui étaient quand même là, certains élèves étaient dans la nuance. Donc, je sais qu'il y a des côtés négatifs, mais je pense qu'il peut y avoir des côtés positifs aussi, ou l'inverse. De la préoccupation, donc une certaine anxiété par rapport à ça, et de la confiance aussi. Certains élèves étaient très confiants que l'intelligence artificielle s'en vient et c'est positif. Donc, beaucoup le voyaient comme ça. Une fois que la base était faite avec nos élèves, là, donc une fois que le WooClap était terminé, qu'on avait leur préconception, qu'on en avait discuté, eh bien, on tombait dans le premier défi qui était les bases de l'intelligence artificielle. Le but de ces défis-là, c'est vraiment que nos élèves comprennent comment fonctionne l'intelligence artificielle, c'est de développer une littératie de l'IA. Donc, ça va un peu dans le même sens que les recommandations du rapport là, Prêt pour l'IA qui ont été publiées par le Conseil d'innovation. On veut vraiment que les élèves comprennent comment fonctionnent ces outils-là, quels sont les bénéfices, les enjeux et des choses comme ça. Bien évidemment, nous sommes conscients que dans les écoles, bon, ce ne sont pas tous les enseignants qui ont été formés à l'intelligence artificielle et même ceux qui le sont, des fois, on n'a pas toutes les ressources. Nous avons trouvé des vidéos, en fait, de Curium qui expliquent de manière très vulgarisée comment fonctionne l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des intervenants qui expliquent comment fonctionne l'entraînement de l'intelligence artificielle, quel est le rôle des données, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas de l'intelligence artificielle, un peu pour démystifier le tout très vulgarisé, c'est super intéressant. On ne l'écoutera pas présentement, mais vous pourrez le retrouver là, sur le site de l'activité. Euh, Oups, désolé. Et par la suite, une fois qu'ils comprennent comment fonctionne l'intelligence artificielle, on leur en fait essayer une qui est une IA en fait qui reconnaît des dessins, qui est Quick Draw, que je vais essayer à l'instant avec vous. Donc, nous allons faire une démonstration. Moi, je serais quand même curieuse de savoir si vous avez accès aux réactions. Est-ce qu'il y en a qui connaissent QuickDraw? Êtes-vous capable de faire des petits pouces si vous connaissez déjà Je l'outil? vois club. Oh, je sais, c'est Craygrass. Ah, Je non. vois océan. Ou rhinocéros. Je vois feuille. Oh, je sais, c'est baleine. Donc, il y a 6 dessins. Je Pendant vois que Simon gratte-ciel. risque de- Oh, je sais, c'est lapin. Je suis censée vous expliquer comment ça fonctionne un peu, mais là, Je finalement, vois à escalier. la parole, on va Ou attendre que... carré. Ou maison. Oh, je sais, c'est télévision. Je vois lampadaire. Ou gratte-ciel. Oh, je sais, c'est phare. Je vois club. Oh, je sais, c'est cuillère. Magnifique, Simon. Donc, mon manque de talent artistique te remercie. Quand on se compare avec les résultats des autres personnes, bon, c'est un peu gênant. Mais cela étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'élève a terminé l'activité, ben, on peut comparer avec les résultats des autres personnes. Donc, on peut voir un peu les données qui pourraient être utilisées pour dessiner ça, là. Donc, c'est pour ramener à l'élève que dans ce cas-ci, la baleine, c'est pas forcément le dessin qui ressemble le plus à une baleine qui va émerger comme testant positif à cette IA-là. C'est vraiment le dessin qui va le plus ressembler aux données, aux autres dessins de baleines qui ont été utilisés pour entraîner cette intelligence artificielle-là. Donc, on ramène l'élève à sa compréhension de toute la base de données qui est alimentée par l'intelligence artificielle, puis aussi à l'idée de majorité. Donc, on va associer l'image à la majorité de ce qui a été représenté comme étant une baleine. Par exemple, j'ai testé hier, puis on m'a demandé une trombone. Moi, je dessinais une trombone, un attache papier, mais non, on faisait référence à l'instrument. Et d'après la base de données, j'étais la seule à interpréter le mot trombone comme un petit trombone à papier. Ça doit être Clippy qui a trop influencé ma vision de la vie. Merci à ceux qui ont répondu dans le clavardage. Je pense que c'est quand même un outil qui est connu de plusieurs. C'est intéressant de dépasser aussi le petit côté fun de l'outil là, pour aller le joindre à notre compréhension de l'intelligence artificielle. Puis on s'entend qu'à ce niveau-là, on est quand même dans une compréhension très de base. L'élève n'a pas tout compris, c'est normal. Et ce qui est intéressant aussi avec cette activité-là, c'est que dans le début de l'activité, on est beaucoup dans des discussions de groupe, dans un peu plus du théorique. On voit des vidéos, on explique, et par la suite, on va l'essayer. Ça met les élèves en action. Donc, en termes de déroulement de la période, là, ça l'aide vraiment à les mettre dans l'action pour ça.
Exactement. Puis une autre partie qui est dans l'action, c'est l'activité suivante, qui va venir un peu consolider notre compréhension de l'intelligence artificielle. Et là, vous êtes privilégiés de voir ça parce que ce n'est pas encore disponible. En fait, si vous avez déjà accédé à l'activité il y a quelques mois, vous avez peut-être vu une version antérieure. On se basait sur un site de Google qui a été complètement mis à pied. Et finalement, c'est une bonne chose parce que de par un partenariat avec l'OVIA, on va avoir accès à une nouvelle activité qui va être encore plus collée sur notre réalité québécoise, qui va être faite par des chercheurs de l'OVIA versus d'autres organismes, disons. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ce que ça met en place, cette activité-là, c'est qu'il y a des cartes, une sorte d'abécédaire, et chaque élève va savoir remettre une carte qui explique un concept ou une notion en lien avec l'intelligence artificielle. L'élève devient expert de cette petite notion avant de rejoindre un sous-groupe et de partager ce qu'il a découvert sur la carte. Et ensuite, les élèves sont amenés à évaluer parmi nos cartes, ce serait laquelle la plus pertinente pour quelqu'un qui essaie de comprendre les bases de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont entrer dans une sorte de négociation, choisir une carte, et c'est cette carte-là qui sera présentée au reste de la classe. Donc, on peut imaginer que si on divise la classe en 5-6 groupes, il peut y avoir dans un groupe 5-6 cartes qu'on décide de s'approprier et de comprendre pour comprendre l'IA. Et ça va varier d'un groupe à l'autre. Ça peut varier selon les valeurs du groupe, selon les profils de nos élèves. Ça devient intéressant aussi de faire ces comparaisons-là. Et aussi, dans cette activité, on se base sur le rapport de l'UNICEF. Et il y a un beau document qui est cliquable qui parle de la perspective des adolescents sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ont fait des choses, l'UNICEF de leur côté, et ils suggéraient, de par l'expérimentation qu'ils ont fait dans différents groupes, de mettre en place un rôle de pseudo-expert. Parce qu'il y a dans tous les groupes des élèves qui ont une plus grande compréhension de l'intelligence artificielle que d'autres et de leur donner un rôle de pseudo-expert, de leur donner un rôle où ils pouvaient aider les autres dans leur compréhension. Ça ajoutait vraiment un plus-value à l'expérience de ces élèves-là, mais aussi des autres élèves du groupe. Une fois que cette activité-là est terminée, c'est ce qui concluait le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi main sur les touches, dans lequel les élèves vont expérimenter un peu plus en profondeur les intelligences artificielles, puis discuter de leurs limites. En fait, dans le défi 1, on essaye Quick Draw, qui est une IA dans laquelle on dessine et l'IA va analyser le dessin pour déterminer c'est quoi qui est dessiné. Mais dans le défi 2, on va les amener eux-mêmes à programmer une intelligence artificielle avant de discuter des différentes limites de l'outil. Et l'intelligence artificielle, donc qui est une IA simple, qui n'est pas une IA générative, c'est la Teachable Machine. En fait, ça, c'est un site dans lequel on entraîne une intelligence artificielle. Il y a plusieurs sortes, donc on peut l'utiliser avec autant du son et des postures. Nous avons utilisé la reconnaissance visuelle. Donc, les élèves entraînent l'intelligence artificielle à faire la distinction entre deux objets. Donc, ça peut être entre leur étui à crayon et une paire de lunettes. Ça peut être entre eux-mêmes et quelqu'un d'autre dans la classe ou un objet ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est que l'entraînement se fait tout du côté du navigateur et tout est supprimé une fois que c'est fermé. Donc, nous avons pris le temps de vérifier en termes de données nominatives et de photos des élèves, rien ne se retrouve nulle part d'autre. Et lorsque l'élève ferme le navigateur, tout est supprimé. Donc, les photos des élèves ne servent pas à entraîner aucune intelligence artificielle, ne seront pas entreposées nulle part. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et pour l'avoir vécu en classe, là, une fois que les élèves le manipulent, là, ils comprennent beaucoup mieux comment, comment l'entraînement peut avoir un impact. Bon, ben, un élève qui a pris 12 photos pour entraîner l'IA va avoir une IA moins fonctionnelle qu'un élève qui en a pris 150 pour chacune des catégories, par exemple. Donc, les élèves comprennent beaucoup mieux et on peut commencer à mettre la table pour ce qui est des limites. Moi, quand je le fais en classe, par exemple, donc on fait l'entraînement. Et là, après ça, on met des objets qui sont similaires, mais pas exactement les mêmes. Et là, oups, l'IA a plus de difficultés. Ou encore, on change le cadre de vue de la caméra. Donc, on change l'arrière-plan. Et là, oups, l'IA a un peu plus de difficultés à analyser aussi. Donc, ça met vraiment la table à la prochaine section, en fait, qui est celle des limites. Oups, désolé. Surtout des limites des intelligences artificielles génératives. Celles des IA simples aussi, mais celles des IA génératives que l'on aborde. Donc, comme les IA qui génèrent du texte comme ChatGPT ou des IA qui génèrent des images comme celle qui est disponible sur Canva ou encore DALL-E. Donc, notre but, c'est vraiment, comme je le disais, que l'élève développe une littératie de l'intelligence artificielle et qu'il soit mieux
plus critique, je vous dirais, par rapport à l'utilisation des intelligences artificielles. Nous abordons trois de ces limites en particulier dans l'activité, les biais algorithmiques, les hallucinations et les différentes dérives que pourraient occasionner les intelligences artificielles dans la société. Comme les biais algorithmiques soulèvent inévitablement des tensions éthiques, on trouvait important de s'y attarder. Et il faut vous dire aussi que ce n'était pas si facile pour les élèves de comprendre ce que c'était. Initialement, on faisait tester aussi la génération d'images par les élèves. Comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qui a été retiré de l'activité. Et somme toute, je crois que c'est même encore plus intéressant ce qu'on propose. Parce que dans ce cas-ci, maintenant, l'enseignant est devant la classe et génère une image. Et on suggère différentes requêtes qui pourraient amener à repérer des biais algorithmiques dans la génération d'images. Comme par exemple, ce qui est suggéré dans l'activité, ce serait d'écrire dans l'intelligence artificielle de Canva. Ils ont 3 intelligences artificielles proposées pour la génération d'images. On pourrait écrire la police qui fait une arrestation. Et ensuite, on regarde l'image et on peut faire des constats. Je vous laisse les faire dans votre tête. Mais entre autres, même si j'écris la police, ce ne sont que des hommes, les policiers. Donc, ça peut être intéressant de le soulever. On voit aussi qu'il y a 3 images qui n'ont pas pu être produites parce qu'elles n'étaient pas conformes aux politiques de Canva, qui, si on propose celle-là, c'est aussi entre autres parce qu'elle a des balises de modération quand même très serrées. Donc, on n'est pas en train de modéliser un outil qui pourrait être problématique pour l'élève quand il revient à la maison. Mais ça permet quand même d'illustrer le phénomène des biais algorithmiques. Donc, on voit que le résultat n'est pas neutre, n'est pas forcément équitable, que ça peut créer des résultats qui reflètent des biais, mais des biais qui nous proviennent de la société. Donc, ce n'est pas l'IA qui crée ces biais-là, c'est en fait les données par lesquelles elles sont alimentées là, qui vont venir refléter les biais sociaux. Tu as d'autres exemples, hein, Simon? On a plein d'exemples. Ah oui, on en a plusieurs, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ce qui est intéressant avec Canva aussi, c'est que beaucoup d'écoles ont des abonnements pour tout le centre de services scolaires, là, donc normalement, c'est pas un enjeu. Même si vous n'avez pas d'abonnement, normalement, vous avez quand même un nombre de crédits que vous pouvez utiliser. Ça, c'est un exemple de biais algorithmique d'image, mais dans le texte aussi, hein, j'ai quelques exemples que je présente à mes élèves. Dans ce cas-ci, je leur donne la mise en situation, créer un personnage pour un roman en fonction de la profession suivante, mécanique automobile, et là, c'était Lucas. Mais dans tous les exemples que je présentais à mes élèves, on voyait que le personnage qui était créé était toujours genré en fonction du métier. Par exemple, si le métier c'était coiffure, ben là, le personnage c'était une femme. Ingénierie, un homme. Service de garde, une femme. J'ai été agréablement surpris de voir que mes élèves étaient vraiment outrés de cette situation. Donc, pour beaucoup d'élèves, ça n'avait pas vraiment de bon sens et oh mon Dieu, c'est pas correct de faire ça. Puis là, c'est le droit des femmes et il y a eu des luttes pour ça. Donc, c'est pas vrai qu'une intelligence artificielle va nous genrer comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de réactions parmi les élèves, mais je vous montre d'autres exemples. Là, ici, ça, c'est des captures d'écran que j'ai faites il y a 2 semaines environ. Encore une fois sur Canva. Donc, si on marque une personne productive, nous avons 4 photos d'hommes et une personne qui fait le ménage, nous avons 4 photos de femmes. Donc, on peut voir quand même bien les biais présents dans certaines intelligences artificielles. Et bien évidemment, certains sites sont en train de travailler là-dessus. Donc, plusieurs outils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent modifier leur IA, donc faire une modération pour que le contenu soit plus équitable, si on peut dire, ce qui amène à des situations qui peuvent être inverses. En fait, là, le Google, leur IA générative d'images intégrée à Gemini depuis le 8 février, en fait, ils avaient mis, parce qu'ils ne voulaient pas que leur IA soit associée à quelque chose qui génère des images bon, un peu sexistes ou un peu racistes, donc ils ont introduit une modération pour ça. Mais ça a eu le résultat un peu inverse escompté, par exemple. Donc, s'il demandait une photo d'un viking, eh bien, les 4 photos étaient des personnes donc de couleur. Et un autre exemple, c'était quelqu'un qui avait demandé des soldats nazis en 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y avait, bon, 3 personnes de couleur et une femme, tandis que historiquement, c'était moins le cas. Donc, il y a eu un contre-coup politique, j'oserais dire, aux États-Unis, si même que Google a décidé de retirer leur IA générative d'images temporairement.
Donc, c'est vraiment une situation qu'on peut aborder avec les élèves parce que ça les amène à réfléchir, oui, aux biais, mais aussi à la notion de modération des contenus en ligne. On peut aborder la question d'équité avec eux. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir, d'avoir cette discussion-là avec eux sur comment est-ce que des outils technologiques peuvent répéter des biais qui sont déjà présents dans une société. Les élèves en ont beaucoup à dire sur la question, je vous dirais, si jamais vous avez la chance de leur en aborder. Parlant de biais algorithmiques, dans l'activité, nous avons inclus aussi une vidéo, peut contenir des traces d'humains, qui est une vidéo très intéressante avec différents intervenants du Québec, dont Jonathan Roberge, dont Mathieu Dugal, qui parlent avec des exemples très concrets de quels sont les biais que peuvent reproduire des systèmes technologiques comme des intelligences artificielles. Donc, une vidéo très concrète. On voit par exemple Jonathan Roberge qui dit les gens qui créent des systèmes informatiques sont à peu près comme l'ensemble de la population, sujets à certains priori, certains préjugés. Et que, selon Mathieu Dugal, l'algorithme, c'est un amplificateur de nos valeurs, de nos forces, de nos faiblesses. Ça aide vraiment nos élèves à comprendre cette notion-là. Ensuite, nous abordons avec les élèves la question des hallucinations ou encore des fausses informations générées par l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène-là, en fait, c'est que des fois, les intelligences artificielles vont inventer des choses qui sont fausses. Par exemple, sur la capture d'écran que vous voyez, dans laquelle j'avais demandé les 10 articles les plus importants des 10 dernières années, dans le but de réduire les risques d'effondrement des structures de béton. Aucun de ces articles-là n'existe pour de vrai. Seulement un des auteurs existe, lui, mais pas en ingénierie, il est en sociologie, si je ne me trompe pas. Donc, ça aussi, une bonne réaction des élèves. Je pense que plusieurs élèves pensaient que ChatGPT disait toujours la vérité, que tout ce qui était généré était vrai. Donc, plusieurs ont pris un mur, là, ont réalisé que l'outil n'était pas parfait. Avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des parallèles aussi avec les stratégies de vérification des informations en ligne, hein. Donc, de parler de pensée critique avec les élèves. Quand on voit quelque chose en ligne, comment est-ce qu'on peut aller vérifier l'information? Quel est le rôle de notre éducation aussi dans la validation de ces informations-là? Donc, on peut faire des parallèles très intéressants avec d'autres choses qui sont déjà enseignées à l'école. Un autre des enjeux, c'est la situation de la désinformation, hein, parce que de plus en plus, malheureusement, de personnes malveillantes utilisent des IA génératives pour générer des fausses informations en ligne qu'ils associent à des fausses images. En fait, cette photo-là, donc, c'est une photo d'un manifestant qui serait apparemment violenté par la police, donc une personne âgée qui est en train de saigner, tandis que l'AFP, le détecteur de rumeurs de l'AFP, en fait, a trouvé que c'était une fausse photo générée par intelligence artificielle. Pourquoi? Eh bien, normalement, les polices en France, parce que la capture d'écran venait de la France, ont un insigne sur leur casque qui n'est pas présente là. Donc, ils ont fait d'autres tests, bien évidemment, aussi, mais c'est pour amener les élèves à vraiment traiter de la question de la désinformation et traiter la question de comment est-ce que l'IA peut amplifier ça. Encore une fois, on peut ramener ça avec les élèves à différentes notions comme comment est-ce qu'on peut valider l'information en ligne, comment l'information en ligne circule, c'est quoi le rôle des médias dans la circulation, la circulation et la création de l'information. Donc, beaucoup de liens à faire avec l'éducation aux médias à ce sujet-là. Et finalement, troisième défi. Excuse-moi. Oui, Là, que les élèves ont un bon bagage de compréhension. Quand on aborde les bénéfices que peut faire l'IA, mais on soulève aussi les points de vigilance, on les amène à délibérer sur différentes mises en situation. Puis la délibération est particulièrement intéressante comme forme de dialogue. C'est passé à la prochaine diapositive. On va voir un extrait du guide de délibération produit par l'Obvia et Algoralab. La délibération, c'est une réflexion collective qui amène à considérer différents points de vue. C'est l'inverse d'une conversation polarisante, l'inverse du débat. On essaie de trouver un terrain d'entente entre des personnes qui pensent différemment. Quand on pense à développement de la citoyenneté, la délibération est vraiment quelque chose qui s'incarne comme étant très propice à ce qu'on souhaite faire travailler chez jeunes citoyens. Oups, désolé. Et si ça vous intéresse de consulter le guide complet de l'Obvia et de l'Algoralab, Penser l'intelligence artificielle responsable, un guide de délibération, c'est vraiment ce qui nous a guidés dans la construction de cette partie-là de l'activité. Puis, ça permet de comprendre les bases de l'IA, l'éthique de l'IA et de se familiariser avec le processus de délibération. Et ça a été créé en même temps que des tables de concertation. Donc, c'est vraiment une activité
qui a été mis en place par Obvia et Algora Lab il y a quelques années. Puis, moi, j'ai participé à ces délibérations-là citoyennes. On était plein de personnes de différents horizons qui s'interrogeaient sur des enjeux de l'intelligence artificielle. Donc, quand on pense à des tâches authentiques, ben, celle qu'on propose à l'élève, c'est vraiment une tâche authentique. C'est quelque chose qui s'est passé, qui se passe dans nos sociétés, ces délibérations-là sur l'intelligence artificielle. Et ça ramène aussi de l'avant le fait qu'on n'a pas besoin d'être des experts, d'être des chercheurs en IA pour se prononcer sur l'intelligence artificielle, pour réfléchir, pour agir en tant que citoyen. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à nommer à nos élèves. Parmi les mises en situation qu'on a choisies, on est allé vers des cas réels ou plausibles qui étaient, somme toute, proches des élèves. On est allé chercher aussi certains exemples qui étaient tirés de des mises en situation développées par l'UNICEF. Et vous pourrez prendre le temps d'aller explorer un peu ces mises en situation-là, mais il y en a qui ont une volonté vraiment d'aider la société, d'autres vont soulever différents types de tensions, mais on a décidé de ne pas aller vers des situations de choses qui ne se font pas présentement avec l'intelligence artificielle. Puis ça a été entre autres inspiré par notre collègue Benoît Petit, qui est au récit des gestionnaires scolaires. Aborder des enjeux qui sont de l'ordre de la science-fiction peut amener une banalisation des enjeux actuels. Donc là, je le cite. Et c'est somme toute vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on peut facilement se projeter dans de la science-fiction, dans des enjeux qui ne sont pas présents, puis évincer les enjeux actuels qui sont, somme toute, vraiment importants. Et on va vous présenter un premier exemple. Comment est-ce qu'on amène les élèves à être habiles dans cette délibération-là? Bien, d'abord, on propose une modélisation en groupe. Donc, on fait un premier exemple en grand groupe et on a décidé de choisir pour cet exemple-là un cas fictif où un élève est amené à utiliser ChatGPT pour augmenter ses résultats. Il veut entrer en technique policière, son ami aussi. Son ami a de très bonnes notes, là, lui, moins, et il utilise l'IA. Donc, les élèves sont amenés à repérer des valeurs, des tensions dans cette situation-là, des repères aussi qui pourraient encadrer les réflexions sur le sujet. Puis, si on utilise cet exemple-là, c'est parce que c'est quand même un enjeu qui a été criant dernièrement en éducation. On s'inquiète à savoir comment les élèves vont utiliser ChatGPT ou différentes formes d'intelligence artificielle pour venir soutenir la production de leurs travaux. Mais en l'abordant avec les élèves à travers une mise en situation comme ça permet aussi de nuancer, de se rendre compte que dans la mise en situation, on ne parle pas de tricherie. Souvent, c'est le premier réflexe qu'on a. Mais on peut se demander, l'élève, comment est-ce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle dans la mise en situation? On peut amener nos élèves dans des réflexions un peu plus poussées. Est-ce qu'il l'a utilisé pour lui demander des stratégies d'études? Est-ce qu'il l'a utilisé pour faire générer des exercices supplémentaires puis travailler encore plus d'arrache-pied à la maison? Ou il a fait produire des textes qu'il a redonnés tels quels à son enseignant? Fait que, avant de prendre position sur une situation, là, il y a beaucoup de variables possibles qu'on peut considérer. Ce qui est intéressant aussi dans l'activité, c'est qu'on amène les élèves à porter des lunettes qui sont différentes de les leurs. Dans certaines des mises en situation, on leur disait, bon, mais maintenant, mets-toi dans la peau des dirigeants qui ont pris cette décision-là, des concepteurs qui ont créé cette technologie. C'est quoi ton point de vue de la situation? Est-ce que bon, certains groupes voient ça plus positivement, d'autres voient ça plus négativement. Donc, d'amener vraiment l'élève à faire un tour de la question complet avant de se positionner sur la question. Et lorsqu'on a traité la situation avec les élèves, on a eu des retours qui étaient très, très, très intéressants. Par exemple, on peut utiliser l'IA pour prévenir des problèmes de santé mentale, parce qu'une des mises en situation parlait des IA dans le domaine de la santé mentale. Donc, les élèves sont capables de voir des aspects plus positifs. Les contenus des publicités partagées par les IA peuvent accentuer des préjugés menant de la grossophobie. C'était une des mises en situation dans lesquelles il y avait une caméra qui publiait de la publicité en fonction de caractéristiques de la personne. Donc, les élèves sont capables de faire des liens avec les biais qu'on avait vus plus tôt dans l'activité. Un robot qui peut reconnaître nos émotions en classe, c'est intime, il ne faut pas un consentement pour ça. Ça, c'est une autre mise en situation dans laquelle il y avait une analyse des émotions qui était faite avec de la reconnaissance visuelle. Et ça, les élèves étaient plusieurs et disaient, ben là, mon droit à la vie privée, qu'est-ce que j'en fais? Ils étaient capables de voir cette tension-là. Et finalement, souvent, ça prend une explication du prof pour comprendre et pas seulement une vidéo. Donc, dans le cas des IA utilisées
en enseignement, c'était une mise en situation qui disait si c'était, par exemple, une IA qui enseignait ou dans lequel le rôle de l'enseignant est plus retiré, ben là, les élèves voyaient des enjeux. Donc, les élèves sont quand même capables de voir des côtés positifs autant que des enjeux par rapport aux IA dans différentes sphères de l'activité. C'était très intéressant pour ça, là, de voir leur réaction à ça. Une fois qu'ils comprenaient comment les IA fonctionnaient, une fois qu'ils comprenaient les limites, ben, ils étaient capables de se positionner par rapport à ça. Je partage dans le clavardage à l'instant le lien vers tous les documents qu'on vous présente aujourd'hui. Puis, entre autres, il y a un microsite d'activité dans lequel on recueille les réponses des élèves face à ces questions. On leur demande à la fin de toute cette démarche de prendre un moment en individuel pour réfléchir aux bénéfices de l'IA pour les individus, les défis de l'IA pour les individus et la même chose pour la société. Et les élèves sont amenés à évaluer les effets de l'IA sur soi, sur les autres, sur la société et aussi à justifier leur réponse à l'aide d'exemples qui s'appuient sur tout ce qu'on a vu et les concepts qu'on aura vus auparavant dans l'activité. Donc, tout est disponible. Il y a un microsite d'activité, un guide de l'enseignant-enseignante, un cahier de l'élève, le guide cahier de l'élève, le cahier de l'élève tout court, et la présentation aussi là, en soutien à l'animation de l'enseignant-enseignante est disponible. C'est vraiment du clé en main, mais qui demande somme toute, tout de même une appropriation là, avant de l'animer. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de support là-dedans. Il y a même Simon qui a fait une vidéo qui est disponible dans le guide de l'enseignant qui présente là, les grands concepts des notions en lien avec l'intelligence artificielle. C'est comme un petit webinaire inclus qu'on peut visionner en amont de notre planification pour supporter tout ça. Certaines des démonstrations, on les a faites en vidéo, donc vous pouvez voir comment est-ce que nous, on l'a fait avec nous, comment je l'ai fait avec mes élèves, pour voir comment est-ce que vous-même, vous pourriez la faire, là, entre autres avec la Teachable Machine. Il y a beaucoup de choses sur le site. On espère que l'activité va vous intéresser et vous donnera le goût d'aborder l'IA dans son ensemble, autant pour ses bienfaits que ses différentes limites. En tout cas, moi, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes capable de le faire avec vos élèves, le résultat est très intéressant. C'est vraiment beau de les voir se creuser la tête et être capable d'arriver avec des positions mitigées. Donc, on reste dans les nuances. C'est très, très, très intéressant. Merci pour votre attention. On n'a pas vos beaux visages, mais on espère que vous êtes toujours avec nous et que pour la période de questions. Oui, puis moi, je vais en profiter simplement pour vous dire, si vous voulez, pour les questions, on vous invite à aller dans le bas, il y a un endroit Q et R, donc questions et réponses, et on vous invite à poser vos questions et ça va me faire plaisir de partager ça avec nos présentateurs. En attendant, moi, j'en profite pendant que les autres écrivent des questions. J'avais moi-même une question en voyant votre présentation. Vous avez eu la chance probablement de collaborer avec des enseignants à plusieurs égards sur comment aborder l'IA. Puis, je sais que c'est quelque chose qui préoccupe et de plus en plus, on dit qu'il va falloir former les enseignants à utiliser ces technologies-là puis à les aborder avec leurs élèves. Donc, ma question pour vous, c'est comment on aborde ça avec les enseignants? Puis, ça serait quoi les principaux défis quand on veut former les enseignants à l'utilisation puis l'enseignement de l'IA? Veux-tu que je débute, Simon? Tu peux débuter, puis je pourrais continuer. OK. Ben, moi, pour l'instant, ce que j'observe, c'est un peu deux pôles assez distincts. Soit des enseignants qui veulent intégrer l'IA dans la classe de différentes façons possibles, le mettre dans les mains des élèves. Puis d'un autre côté, il y a les enseignants qui sont plus frileux et qui veulent l'aborder. Je pense que j'ai juste parlé à des gens qui avaient envie de l'aborder, mais je pense que c'est un peu contextuel de par mon emploi, mais qui veulent l'aborder, mais qui se sentent un peu ignorent face au sujet. Donc, ce serait les deux pôles là, que j'entrevois. Puis je pense que d'aller un peu entre les deux, c'est là qui est le plus intéressant parce que quand on se sent très confiant, des fois, on ne voit pas tous les enjeux possibles. Euh, Puis on peut amener les élèves à se connecter sur des intelligences artificielles qui ont des conditions d'utilisation qui ne respectent pas nécessairement l'âge des élèves qu'on a dans la classe. Donc, il y a quand même tout ça à considérer et à avoir en tête qu'on veut l'utiliser.
Je pense que une des premières choses à faire, c'est quand on va aller chercher de la formation sur l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de comprendre quand même un peu c'est quoi l'intelligence artificielle, surtout ses impacts en éducation. Et une fois qu'on sait qu'est-ce que l'IA sait, et surtout ce n'est pas, mais par la suite, on est capable de prendre des décisions réfléchies par rapport à l'usage qu'on veut avoir avec les élèves ou avec soi-même. Il ne faut pas oublier que éduquer à l'IA n'implique pas d'enseigner l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est le cas, par exemple, de notre activité. On éduque, on parle de différents enjeux sans forcément amener les élèves à utiliser ChatGPT. Donc, on est quand même capable d'avoir des positions qui sont entre, comme Julie le disait, les usages dans lesquels les élèves utilisent, par exemple, ChatGPT et de juste ne pas l'aborder du tout. Donc, il y a quand même des compromis qui sont faisables par rapport à ça. Il y a une Merci beaucoup. notion aussi de considérer l'équipe école là, quand c'est des décisions qui abordent l'intelligence artificielle, ça vaut la peine d'impliquer nos gestionnaires puis de voir avec nos collègues comment est-ce qu'on l'aborde, dans quel contexte. Merci pour le partage. Avant qu'on saute à la prochaine question, simplement vous dire, j'ai parfois la question qui est ressortie. Est-ce qu'on va pouvoir partager l'enregistrement? Absolument. Donc, c'est ça, la présentation actuellement est enregistrée. Puis, nous, dès qu'elle est disponible, elle va se retrouver sur le site de l'Ovia et également sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de cette présentation-ci. Donc, on avait quelques questions. Si jamais vous voulez en poser d'autres, n'hésitez pas dans Q&R de les poser. On avait un spectateur anonyme qui nous a dit est-ce que vous avez évalué les élèves sur l'IA? Si oui, comment vous avez évalué le document de l'élève? Point d'interrogation. Concrètement, moi, cet automne, quand je l'ai fait avec mes élèves, j'ai évalué certaines des sections du document de l'élève, donc je les ai identifiées, c'était su avec les élèves. Entre autres, les sections dans lesquelles l'élève doit se positionner, donner des points de vue différents en fonction de différents groupes de personnes par rapport à un usage d'une technologie. Donc, est-ce qu'ils sont capables de sortir un peu de leur point de vue à eux pour voir comment un directeur d'école pourrait voir ça, comment est-ce qu'un gouvernement pourrait voir l'usage de l'intelligence artificielle. Et il y avait une autre section aussi donc, je ciblais des endroits, puis c'est ce qui était dans le cahier qui me servait d'évaluation. Je verrais bien faire des discussions de groupe, pas un débat, là, vraiment une délibération dans laquelle on pose ça et qu'on se note des observables. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, ça aussi, en termes d'évaluation. Puis, en fait, il n'y a pas de pistes d'évaluation pour l'instant qui sont proposées, mais on a élaboré l'activité en ayant en tête les cadres d'évaluation là, du programme de culture et citoyenneté québécoise. Notons que ce n'est pas le cours qui est enseigné par Simon. C'est une belle collaboration là, parce qu'il y a une expertise, Simon, sur le sujet. Tu fais un cours, comment il s'appelle ton cours maison, Simon? Éducation aux médias, citoyenneté numérique et informatique. Ça. Donc, on a pu vivre l'activité dans le cadre du cours de Simon. Par exemple, il n'y avait pas à l'évaluer de la même façon que les enseignants l'auront en culture et citoyenneté québécoise, mais en fait, quand on évalue l'IA, ben là, si on parle des connaissances sur l'IA, les connaissances sont toujours au service du développement de la compétence. Puis, qu'est-ce qu'on va évaluer? C'est davantage la démarche. Entre autres, quand on parle des petites cartes pour jouer, ben là, l'élève est dans une posture de collecte de données. Ensuite, l'élève est en train d'évaluer les savoirs, d'évaluer la pertinence de l'information versus une autre. Donc, ça, c'est de l'ordre de la démarche qui pourrait nous permettre d'évaluer. Puis là, on entremêle un petit peu la démarche sociologique et la démarche éthique dans cette activité-là, parce qu'on est beaucoup dans une posture de compréhension, puis de compréhension aussi d'analyse des relations, parce qu'on se rend compte que l'IA, ben oui, c'est un concept très technologique, théorique, mais qui a des impacts sur les humains, qui a de l'implication des gouvernements. Fait que, bref, il y a plein de relations là, qui sont sous-tendues là-dedans. Puis on peut aussi évaluer l'activité finale où l'élève est amené à élaborer un point de vue. Donc, le développement du point de vue est aussi un critère d'évaluation qu'on a en culture et citoyenneté québécoise. Donc, est-ce qu'il est capable à la fin d'exprimer un point de vue réfléchi où il va remobiliser les concepts qu'on a vus de manière claire, cohérente et appuyée sur des idées? Merci pour la réponse. Aussi, je sais que ça a été un peu abordé, mais on va quand même répondre à la question directement. Il y avait Guillaume, qui est enseignant en français et en éducation musicale, qui se demandait dans quelle discipline enseignez-vous? Je pense que ça a été un peu nommé. Tu pourras le rappeler, Simon. Ces défis relevaient-ils d'un enseignement ou d'un moment spécifique ponctuel? Je pense que c'est plus pour toi, Simon, cette question-là. Moi, dans mon cas, c'est un cours maison sur l'éducation aux médias qu'on a à notre école en secondaire 1 ou en troisième secondaire selon le programme
que les élèves ont. Dans cet automne, cette activité-là c'était une séquence vraiment de 4 cours, là, donc ce n'était pas seulement un moment ponctuel, c'est une séquence que je vais refaire dans les années futures. L'année précédente, on avait commencé à faire une ébauche et là, c'était plus court, c'était un peu plus ponctuel. Donc, c'est sûr que c'est à vous de voir, bon, aborder l'intelligence artificielle dans un cadre disciplinaire, ben, en fonction de votre réalité aussi. Si vous avez moins de temps, ben là, peut-être qu'une petite intervention ponctuelle, une discussion de groupe, des choses comme ça qui durent moins de temps. Si vous avez plus de temps, bon, on propose une activité qui est intéressante. Bien évidemment, juste à vous de voir aussi pour être sûr que l'enseignant de CCQ ne fasse pas cette activité-là en même temps. Donc, pour répondre à votre question, là, c'était vraiment une séquence de cours qu'on a intégrée, mais en même temps, on a un cours qui est maison à l'école, là. Par contre, je verrais bien dans une école dans laquelle on sait que les enseignants ne veulent pas faire cette activité-là, ou si bon, vous êtes en 5e secondaire puis vous savez qu'ils ne l'ont pas fait l'an passé, vous pouvez dire que vous prenez juste, par exemple, le défi 1 de l'activité, ou le défi 1 et le défi 2, vous les faites en classe, vérifier avec les autres enseignants de l'école avant, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, qui est un peu plus court et ponctuel, si on peut dire. Puis je vois que Julie t'a partagé une ressource en lien avec l'enseignement musical. Veux-tu juste nous dire c'est quoi cette ressource-là? Oui, c'est l'intelligence qui génère des harmonies. Puis on peut comme un peu décider là, comment est-ce qu'on vient créer l'harmonie avec des petits blobs, que ça s'appelle. Bon, bref, allez vous amuser, c'est très ludique là, comme activité. Mais nos collègues du récit dans le domaine des arts ont vraiment plein de ressources à ce niveau-là. Et Marie-Ève Lapolice développe une expertise sur le sujet. Donc, en lien avec l'éducation musicale, il y a des choses qui sont disponibles. Puis là, je ne sais pas comment ça incarne le français dans tout ça, mais il y a aussi des pistes pédagogiques pour exploiter l'intelligence artificielle en français là, qu'on pouvait voir avec nos collègues du récit domaine des langues. Merci. On avait aussi Joanie qui se demandait, c'est ça, elle voit que l'activité vise des élèves de niveau secondaire 4. Elle enseigne à des jeunes adultes entre 16 et 20 ans et elle se demande, est-ce que vous considérez que le contenu est adapté tel quel à ces élèves qui étudient plutôt au niveau secondaire 1 et 2, mais qui sont d'âge entre 16 et 20 ans? J'aurais tendance à dire que oui, parce que les explications sont vraiment vulgarisées pour pas nécessiter de connaissances techniques avant, mais on pourrait utiliser ces explications-là pour l'expliquer à un adulte aussi. Et les mises en situation qu'on a cherchées, ce ne sont pas tous des mises en situation de nature scolaire, là. Donc, certaines des mises en situation, c'est par rapport à la technologie telle qu'elle est vécue dans le domaine de la santé ou encore dans les espaces publics, là, dans la société. Donc, tu sais, je pense entre autres, mettons, une des mises en situation, c'est sur la surveillance par vidéo faite dans le cadre des Jeux olympiques de Paris. Donc, c'est pas scolaire, mais tout le monde, je pense, peut se projeter dans cette situation-là. Donc, oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si Julie, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Ben, il y a des enseignants de la formation générale des adultes qui sont entrés en contact avec nous, là, puis qui sont vraiment intéressés à l'utiliser, parce qu'on le présente même au congrès l'année prochaine dans FGA. Puis je pense que ça peut s'adapter. Sûrement que ça nécessite des adaptations, là, mais les enseignants qui sont dans leur contexte particulier seront les meilleurs pour les faire. Merci. Très rapidement, il y a Sylvain qui se demandait, vous avez parlé d'outils d'IA dans le domaine de la santé. En avez-vous repéré dans un contexte éducatif? Juste parce que, écoute, il nous reste très peu de temps, je vous partage une ressource dans le chat. C'est un document justement que Julie et Simon ont utilisé pour le développement des activités, notamment. C'est l'UNICEF qui parle de comment on doit aborder l'IA avec les enfants. Donc, bref, c'est vraiment un des domaines que l'UNICEF fait. Donc, si vous voulez, le document est disponible. Puis, à la page 49, ça parle de Mili, qui est un agent conversationnel qui a été développé, je ne me trompe pas, en Suède, non, en Finlande, je crois. Et c'est pour aborder la santé mentale avec les élèves qui sont moins à l'aise de le faire avec des adultes. C'est un agent conversationnel qui a été développé avec des experts de l'IA et aussi qui ont impliqué directement de jeunes adolescents. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est dans le document. Et très, très, très rapidement, IA et loi 25, vie privée, confidentialité, est-ce qu'on y a pris le temps d'y réfléchir avant d'envoyer les élèves dans un outil qui utilise l'IA? Question pour vous très rapidement. Teachable Machine de Google, nous avons pris le temps de rencontrer un des représentants de Google qui nous a assuré que tout reste sur l'appareil de l'élève, donc rien n'est envoyé sur les serveurs et lorsque l'élève ferme son navigateur
tout est supprimé. Donc, à ce niveau-là, normalement, l'activité pour ça devrait être conforme. Les élèves ne manipulent pas d'intelligence artificielle générative et n'ont pas à se créer de compte nulle part. Et l'autre outil qu'on utilise, c'est QuickDraw. Mais QuickDraw, les élèves n'ont pas à se créer de compte et n'entrent aucune information à part, ils font juste faire le dessin, là. Il n'y a aucun nom, aucune activité aucune autre information nominative qui est reliée à ça. C'est mon analyse de la situation. Peut-être que Julie. Même chose, puis entre autres, là, comme tu l'as mentionné, ils n'ont pas accès à l'intelligence artificielle générative, donc ils ne vont pas mettre de l'information personnelle dans aucune occasion dans cette activité-là. C'est pas un souci. Excellent. Bon, ben sur ce, ça clôt notre discussion. Je vous remercie énormément pour votre présentation avec les commentaires. Je pense que ça l'a intéressé plusieurs personnes. Puis, on vous le rappelle, la présentation a été enregistrée. On va vous la repartager également. Tous les liens qui se retrouvaient dans la présentation vous seront partagés sur la chaîne YouTube de Levia. Donc, un énorme merci, Julie, puis Simon. Puis, ben, on se tient au courant pour la suite de nos webinaires de l'Axe Éducation Capacitation. On va en avoir un qui s'en vient le mois prochain. On vous tient au courant dans notre infolettre et dans notre courriel. Merci beaucoup.